Et sur cette scène exceptionnelle des Rendez-vous du Futur, mais cette scène de l'auditorium de la Cité des Sciences et de l'Industrie, dans le cadre du 7e Forum Changer d'air, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission Rendez-vous du Futur. Alors une émission particulière, à plus d'un titre, vous allez comprendre. Une émission particulière parce que je suis bien entouré. Je suis entouré de tableaux sémantiques. Vraiment, c'est assez incroyable, les tableaux de Jen B. Merci beaucoup à elle de nous offrir ce cadeau, ce décor assez particulier. Une émission exceptionnelle parce que je suis tout seul et d'habitude je suis à côté de Nils Azusmanov. Vous voyez, Nils Azusmanov, c'est le président du Cube et c'est mon vieux compagnon en quelque sorte, mon ami de tous les défis relevés dans ces Rendez-vous du Futur. Et là je lève la tête et il est face à moi. Il est face à moi, mais il est face à moi comme invité. Nils, bonjour Nils. Bonjour Éloi. Nils, donc permettez-moi, comme tous les invités, de vous présenter. Habituellement, je ne vous présente pas. Vous êtes à côté de moi, c'est tout. On ne présente jamais celui qui est à côté de soi. En revanche, là, vous êtes en face et là, je vous présente. Vous êtes président, cofondateur du Centre de création numérique Le Cube, partenaire de ces Rendez-vous du Futur depuis le début, depuis 9 ans. Vous êtes président de ISD, qui est une agence de conception de lieux de nouvelle génération pour la Smart City. Et vous êtes également le lauréat du prix Forum Changer d'air 2018 pour le Cube et la Cube School. Et vous êtes à côté de Jean-Raphaël Nicolini. Bonjour Jean-Raphaël. Bonjour. Vous êtes urbaniste et spécialiste des grands projets urbains. Alors, quand on m'a donné, ou quand on a élaboré ce thème, à la conquête de la ville intelligente, moi j'ai envie de juste parler de la ville intelligente et donc de vous lancer juste une question qui peut vous faire tenir 10 minutes. C'est quoi la ville intelligente? Ou la Smart City? Ou la Resilient City? Ou la Creative City? Hein, enfin, j'en ai d'autres, Nils, il faut y aller. Pour ma part, je travaille depuis une vingtaine d'années dans une ville, ici les Moulineaux, qui ressort régulièrement dans les benchmarks internationaux sur la Smart City. En même temps, aujourd'hui, il y a beaucoup de villes qui sont passées au numérique. Ici, les Moulineaux étaient un petit peu en avance, mais je dirais qu'aujourd'hui, évidemment, le numérique est partout. Donc, des Smart Cities, par définition, il y en a partout. D'autre part, des villes, c'est des petits mondes. C'est-à-dire qu'elles se posent les mêmes questions qu'à peu près partout ailleurs, évidemment avec des différences qui peuvent être sociologiques, économiques, géographiques, etc. Mais néanmoins, on retrouve toujours un peu les mêmes questions. Et donc, il y a, je dirais, des récurrences fortes dans la question de la Smart City. Peut-être pour répondre à la question déjà de la Smart City dans sa définition telle qu'elle a émergé, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années avec des acteurs comme IBM, des géants du numérique, qui se sont dit, mais finalement, en utilisant la data, les capteurs, on peut peut-être permettre de fluidifier la ville, peut-être on peut la gérer mieux, peut-être on peut arriver à avoir une ville plus efficiente sur un certain nombre de choses. Et pour cela, il fallait créer des infrastructures qu'on va plutôt appeler des infostructures et qui se sont retrouvées être un peu les nouvelles externalités positives de la ville. C'est-à-dire qu'avant, on construisait des routes, des ponts qui agrégeaient des valeurs. Bien aujourd'hui, on crée des routes et des ponts, mais numériques. C'est une image, évidemment, qui vont permettre de développer, d'étendre les capacités de la ville, ses liens, ses interactions, etc., avec ces écosystèmes. Donc au départ, c'était une vision qui était très techno-centrée, très back-office, comme on dit, qui ne s'intéressait pas tellement à la dimension sociale, etc. Globalement, je vais faire court. L'idée, c'était de dire, prenons par exemple, puisque je parlais des flux, prenons par exemple la question de la mobilité. On avait fait tout un tas d'études qui montraient que la voiture autonome partagée, c'était 90% de voitures en moins dans les villes. Je ne vais pas débattre là-dessus parce que ça serait un peu long, mais la ferme urbaine verticale en aquaponie ou en hydroponie, c'était 70% de productivité en plus, parce que ça fonctionne jour et nuit avec des robots, et avec 90% d'eau et de pesticides en moins. Et puis, c'est des circuits courts, etc. Donc, c'était des thématiques comme ça. L'énergie, le smart grid. Le smart grid, c'est le réseau énergétique intelligent. L'idée, c'était de dire, je peux produire localement, stocker, redistribuer, et voire même monétiser de pair à pair avec la blockchain. Donc, tout ça, c'est des projets parfois un peu fous, mais très intéressants, de la ville qui se recompose, qui se renouvelle dans, je dirais, ses fondamentaux. Mais je ne veux pas monopoliser la parole. Je dirais que ça, pour moi, ce n'est qu'une version, ce n'est qu'une face que j'appellerais peut-être celle de la Smart City pour le coup, et on verra que résiliente ou créative, c'est encore d'autres dimensions. Jean-Raphaël Nicolini, vous dirigiez auparavant Urbanera, à la direction des projets urbains de Bouygues Immobilier, et vous avez mis en place également la direction des grands projets urbains de Kaufmann & Broad.
que ce soit du côté grand promoteur immobilier ou de votre côté d'urbaniste, c'est quoi pour vous la ville intelligente? Du coup, j'ose même pas dire smart ou résiliente ou ecologic city. Alors, je pense que je fais juste une petite rétrospective arrière. Il y a un peu plus de 20 ans, quand j'ai fait mes études d'urbaniste, la ville, l'urbain, c'était finalement un monde assez juridique, assez normé, assez public. Jamais j'aurais pensé à l'époque basculer dans le monde de la maîtrise d'ouvrage privé et mettre en place des directions de projets urbains chez des maîtres d'ouvrage privés. Parce que finalement, c'était un domaine qui relevait plutôt du public. Et il y a eu, avec l'arrivée très certainement du numérique, Niels l'a très bien dit, un changement profond dans la fabrication de la ville et dans la façon dont un dialogue a dû être mis en place entre le public et le privé. Alors pour tout un tas de raisons, bien souvent aussi liées à une baisse des finances publiques qui a amené le privé à, entre guillemets, s'emparer d'un certain nombre de marchés sur lesquels il n'était pas présent. Mais moi, ce qui me marque beaucoup finalement, c'est qu'il y a 20 ans, l'urbain, c'était l'architecture, c'était l'infra, c'était le POS à l'époque, le PLU après. Enfin, on était sur finalement des choses très juridiques, très normatives. Et 10-15 ans après, sont arrivées l'énergie, sont arrivés les flux, la mobilité, les transports, sont arrivés évidemment le numérique, sont arrivés la nature, l'agriculture urbaine. C'est très symptomatique de voir comment en 15 ans, le paysage a complètement changé dans les acteurs, parties prenantes de la construction de la ville. Et je ne sais pas répondre aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est que la ville intelligente de demain, parce que c'est aussi très paradoxal. C'est évidemment la fabrique de la ville avec le numérique, avec la data. Ça pose d'ailleurs la question de qui gère la data, qui en est propriétaire, qui la vend. Mais ça pose aussi la question de la participation du citoyen. On parle de la ville sociale, des générations aussi qui veulent être partie prenante. On voit bien qu'aujourd'hui, dans la fabrique de la ville, il y a une demande de participation citoyenne dans la fabrication des quartiers qu'on propose. Il y a une demande incroyable de verre, de nature, de parcs pour enfants. C'est très paradoxal, parce que moi j'ai le sentiment qu'on est plutôt en train de créer de l'hyperdensité, de l'hyperville, donc aussi une forme de déshumanisation dans la façon de se comporter en ville. Et en même temps, vous avez des gens, quand vous leur posez la question, qu'est-ce que vous voulez? Ben, moi je veux la nature, moi je veux pas de pollution, moi je veux du paysage. Alors c'est le paradoxe entre comment on fait vivre des gens en ville. 2050, 70% de la population mondiale est citadine. Comment on fait vivre 70% de la population mondiale dans un monde qui sera hyper connecté, hyper dense. Mais c'est intéressant cette idée d'évolution de la fabrication de la ville. Il y a 20 ans, en gros, les grands projets urbains, c'était le maire, l'agglo, la collectivité en gros, qui était donneur d'ordre et qui avait son projet. Maintenant, c'est le privé qui amène des projets, oui, clé en main. Le co-participation quand même, parce que évidemment le maire est celui qui délivre le permis de construire, donc ouais. Celui qui a le pouvoir. Oui, mais c'est plus le maire qui émet l'idée. En revanche, le maire est aidé dans sa réflexion par de multiples acteurs qui viennent en fait s'agréger autour d'un projet et proposer chacun leur approche de construction de la ville. Niels ? Oui, puis si je peux ajouter quelque chose, il y a quand même quelque chose qui est arrivé ces dernières années qu'on avait vu venir sans le voir venir. C'est la question de l'effondrement écologique. Et les collapsologues, qui sont des gens en général assez sérieux, ont fait tout un tas d'études pour, par exemple, arriver au résultat de se dire très concrètement que la ville de Paris a une autonomie alimentaire de 3 jours. Si vous coupez les routes, s'il n'y a plus de quoi mettre de l'essence dans les camions, l'autonomie alimentaire de Paris est donc de 3 jours. Et donc, ce qui sépare la civilisation du chaos, c'est 5 repas. Voilà, donc faites le calcul. Il y a quand même des gens qui ont commencé à se dire, mais dans quel monde on vit, quel risque on prend? Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive sur la table quand il y a un projet. En tout cas, qu'est-ce qu'on constate? On constate que, par exemple, la région Île-de-France vient à lancer toute une étude autour de région Île-de-France, région biorésiliente. Donc il y a réellement aujourd'hui des questions qui se posent à l'échelle politique, à l'échelle locale bien entendu aussi. Et d'ailleurs c'est une des dimensions, c'est la fameuse Resilient City, où l'idée c'est de dire qu'on va viser l'autonomie alimentaire et énergétique.
Et on va y arriver pas simplement par des solutions technologiques, mais on va y arriver par les communs, les nouveaux communs, les communaux du Moyen-Âge qui se sont organisés différemment aujourd'hui avec les technologies, le numérique, et qui réinventent. Tu as parlé des cultures urbaines, par exemple. Les incroyables comestibles, par exemple, c'est un mouvement qui est parti d'Angleterre où des gens ont dit il y a des friches urbaines, on va demander à la mairie de nous les prêter et on va collectivement cultiver dessus et les gens pourront partager alors c'est aussi les jardins ouvriers renouvelés. Tout ça est dans des traditions. Hein, ça ne naît pas d'aujourd'hui, mais ça se renouvelle. Et donc cette question de la résilience, c'est vraiment la question de la réinvention des biens communs à l'intérieur des villes. Et c'est toute l'économie contributive, l'économie participative qui va avec ça, le mouvement des makers avec les Fab Labs. Derrière, il y a plein de possibilités aujourd'hui de réinvention, la coéducation dont parle souvent Joël de Ronet, l'intercréativité. Donc c'est la manière dont les citoyens vont réinventer le vivre ensemble aussi, vont réinventer les dynamiques d'associativité, toute cette économie sociale et solidaire qui va amener beaucoup d'innovation et qui va créer donc cette fameuse résilience des villes et dont on a absolument besoin parce que sinon on ne pourra pas absorber le choc si tant est qu'il arrive rapidement. Merci messieurs. Merci beaucoup C'est déjà pour fini. cette émission qui passe à une vitesse folle.